à toutes et à tous. Donc moi, je suis Morgane Maridet, j'appartiens au service Sapiens, je suis conseillère pédagogique. Mais la présentation que je vais vous faire aujourd'hui est une présentation faite avec mes deux autres casquettes. La casquette d'enseignante, puisque j'enseigne la sociologie depuis quelques années, et là, cette année, en tant que vacataire à Paris 8. Mais je suis aussi docteur en sociologie, et à ce titre, j'ai fait une petite recherche exploratoire l'année dernière et un petit peu cette année à Sapiens, sur le travail collectif, les pratiques de travail collectif autour des enseignements chez les enseignants-chercheurs. Donc, vaste sujet. On n'a pas forcément toujours envie d'aborder parce que c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Et donc ce que je vous propose là, c'est une petite demi-heure rapide, condensée, pour d'abord vous présenter les points principaux de ma recherche exploratoire, mais aussi ensuite pour vous proposer de justement discuter avec vos collègues, là, ceux qui sont à côté de vous, qui n'appartiennent pas forcément au même UFR, à la même UFR que vous, à la même université que vous, mais pour essayer de voir qu'est-ce que vous auriez envie de faire dans un monde idéal pour travailler sur les cours avec vos collègues. Donc on a parlé de communauté de pratique, par exemple, ça pourrait être une modalité. Donc cette recherche, elle avait deux objectifs, un objectif heuristique et un objectif plutôt praxéologique. Donc je voulais, moi, développer une connaissance du travail collectif des enseignants-chercheurs autour des cours avec un axe sociologique. Mais aussi, au sein de Sapiens, on voulait se servir de cette recherche-là pour proposer des outils pour aider les enseignants-chercheurs à travailler ensemble quand ils le souhaitaient. Et je vous parlerai à la fin de cette présentation d'un petit projet qu'on a pour le mois de juin 2019 qui vise à encourager cette pratique collective. Donc je me posais deux questions. Comment les enseignants-chercheurs organisent-ils le travail collectif autour des cours ? Comment est-ce qu'il fonctionne concrètement, vraiment ? Et comment le travail collectif autour des cours peut-il participer à une forme de socialisation professionnelle ? Donc on retrouve un petit peu ce dont parlait Joël notamment ce matin. Pour cette recherche, cette petite recherche exploratoire, j'ai mené 11 entretiens semi-directifs avec des enseignants qui sont venus en formation à Sapiens ou qu'on a accompagnés à Sapiens sur un projet de transformation pédagogique. J'ai choisi ces enseignants-là, d'une part parce que c'était un terrain accessible et que c'est toujours une question qu'on se pose en sociologie, mais aussi parce que je voulais parler d'abord à des enseignants investis dans les questions pédagogiques et que le fait de venir en formation régulièrement était pour moi un indice de cet investissement. Et j'ai fait en plus deux observations de réunions pédagogiques avec des enseignants d'ailleurs qui sont dans la salle pour certains, donc qui m'ont permis un petit peu de voir quelles étaient les dynamiques dans les équipes, quel vocabulaire pédagogique était employé aussi. Pour essayer de développer un petit peu mes axes de recherche, j'ai essayé de voir ce qui avait été fait sur le travail collectif des enseignants-chercheurs sur leurs cours. Pas grand-chose encore à l'heure actuelle, du moins pas grand-chose avec une approche socio. Et donc je me suis beaucoup basée sur des travaux sur le travail collectif des enseignants du secondaire, en essayant de comparer un petit peu. Alors évidemment, c'est pas pareil d'être enseignant du secondaire et d'être enseignant à l'université. Il y a quand même, en termes de contexte, c'est assez différent. Mais ça m'a quand même permis de lancer des premières pistes, notamment en termes de catégorisation des types de pratiques de travail collectif. Et donc, à travers les entretiens semi-directifs et les observations, j'ai relevé 16 formes de pratiques que je n'ai pas le temps de vous détailler ici. Et ces 16 formes de pratiques, je les ai regroupées en 3 catégories. La première catégorie a trait directement aux modalités concrètes d'enseignement. Donc là, la plus courante, c'est harmoniser une UE. Donc vous êtes responsable d'un TD, vous allez faire une réunion avec vos chargés de TD pour voir si vous faites la même évaluation et si on dit la même chose dans nos cours. Voilà. Sachant que cette catégorie-là, elle aborde quand même assez rarement concrètement ce qui se passe dans les cours. On n'ouvre pas ou rarement la boîte noire du cours. C'est Annabelle tout à l'heure, je crois, qui parlait de, je sais pas où elle est, mais,
du fait qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les cours des collègues, on ne va pas voir les collègues faire cours, et donc il y a toujours un petit peu cet inconnu. On peut parler de comment est-ce qu'on évalue, ah, toi tu fais un dossier, toi tu fais un QCM, et puis effectivement ça se passe toujours très bien. Et c'est intéressant parce que ce que disent les travaux sur le secondaire notamment, c'est que dans le secondaire aussi, on a pas mal de difficultés à parler de ce qui se passe concrètement en cours et notamment des difficultés éventuellement rencontrées. Et qu'en fait, les discussions autour des difficultés, elles se font par affinité quand on finit par connaître un peu plus un collègue, ce qui est plus simple dans le secondaire que dans le supérieur, où là on dit... Ouais, franchement, ce cours-là, avec les L1, il est quand même un peu dur, je comprends pas, ils viennent pas, ils répondent pas à mes questions, ils écoutent pas, j'ai beaucoup de bruit dans l'amphi. Et sinon, sauf ces rares cas d'affinité, on est sur de la rumeur, en fait. C'est-à-dire que les étudiants parlent, évidemment, des cours des collègues, on en parle entre nous, et là, c'est « Ah oui, le cours d'un tel, il paraît qu'il est pas génial », ou « Le cours d'un tel, oh là là, les étudiants l'adorent ». Voilà. Et donc, là, cette première catégorie, c'est plutôt des discussions d'harmonisation. Ensuite, la deuxième catégorie, elle concerne davantage les enseignants qui ont des responsabilités. Donc, ça ne va pas concerner les chargés de TD, les jeunes maîtres de conf, sauf ceux à qui on a dit « Tiens, tu vas diriger la L1 cette année ». Et là, c'est plus le retravail des maquettes, des plaquettes de formation ou négocier les attributions des cours. Voilà. Donc ça, c'est pas forcément non plus des moments, des occasions d'échanger sur les cours avec des collègues dans lesquels les enseignants-chercheurs que j'ai interrogés en tout cas trouvent un épanouissement délirant. C'est plutôt des moments assez conflictuels en fait. Et on ne parle pas là non plus ou très très peu de ce qui se fait en cours, quels sont les objectifs pédagogiques, comment concrètement, quelles sont les activités qu'on fait en cours. Enfin, voilà, il n'est pas question de ça. Et la dernière catégorie, qui est très très peu évoquée, en fait sur les 11 enseignants, il n'y en a qu'un qui m'en parle, c'est les discussions autour des étudiants eux-mêmes. Et donc, alors ça marche souvent quand c'est des petites promos, quand c'est des plus grandes promos, c'est plus compliqué de parler individuellement des étudiants. Et c'est l'enseignant qui m'en parle, c'est un enseignant qui est dans une structure un petit peu particulière où ils organisent à chaque trimestre, je crois, des conseils de classe. Donc une structure qui ressemble en fait un petit peu au lycée, où là, ils ont l'occasion de discuter des étudiants, de leurs problèmes d'apprentissage, de ce qu'ils arrivent à faire, de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, des activités pédagogiques qui conviendraient mieux à tel ou tel groupe d'étudiants, etc. Et donc, évidemment, pour les pratiques de travail collectif, il y a à la fois des freins, mais aussi il y a des choses qui peuvent les déclencher. Ne soyons pas trop pessimistes. Un des freins, c'est la crainte de la secondarisation. Alors ça, c'est pas quelque chose que moi j'ai retrouvé dans les entretiens, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans la littérature. Une crainte que, en fait, l'université devienne comme le secondaire, comme le lycée, quelque chose où on perdrait en fait de sa liberté académique. La liberté académique revient beaucoup comme, je vais dire, un prétexte pour ne pas parler de ce qui se passe en cours. Ensuite, il y a tout simplement le manque de temps pour parler avec ses collègues, mais aussi le manque de lieu pour se faire. On ne croise pas ses collègues, on n'a pas le temps de se poser pour boire un café avec eux quand on sort de cours. De toute façon, on ne fait que se croiser. Voilà. Et donc, ce manque de temps et de lieu ne favorise pas la création de groupes, même informels, d'échanges de pratiques ou de travail sur des enseignements. Un autre frein, c'est la non-explicitation et la non-systématisation des temps et des cadres de travaux d'équipe. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une nouvelle université, par exemple, vous avez été à terre à l'université de Bourgogne, vous avez mis 1 an et demi à comprendre comment ça fonctionnait, vous avez même réussi à assister à 2 réunions pédagogiques, vous êtes super content et vous êtes recruté, comme par miracle, à l'université de Lille 3. Vous vous dites, fort de mon expérience à l'université de Bourgogne, je vais arriver à Lille 3 et je sais comment ça fonctionne maintenant. Je sais qu'il y a une réunion pédagogique toutes les 8 semaines. Voilà, très bien. Vous arrivez à Lille 3, ça ne se passe pas du tout pareil.
Il y a 2 réunions pédagogiques par an, personne ne vous accueille, on ne sait pas qui est le responsable du FR, bon voilà. Vous êtes donc un peu perdu. Et en fait, à chaque fois qu'on prend un nouveau poste dans l'enseignement supérieur, il faut recommencer le travail d'acclimatation et de sociabilité autour des pratiques enseignantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas seulement arriver dans une équipe et identifier comment fonctionne cette équipe pour parler de pédagogie, c'est aussi identifier au sein de ces équipes à qui je peux parler de pédagogie. Parce qu'on l'a un petit peu vu dans les échanges de ce matin, tous les collègues ne sont seulement pas réceptifs à parler de pédagogie, mais aussi peuvent coller une étiquette sur l'enseignant qui va vouloir parler de pédagogie négative. S'il s'intéresse autant à la pédagogie, c'est qu'il est mauvais chercheur. Il est complètement démagogue, enfin on en parlait un petit peu ce matin. Et donc ça prend du temps pour les enseignants-chercheurs de repérer à qui ils vont pouvoir parler de pédagogie. Il y a des déclencheurs, donc l'un de ces déclencheurs-là, ça c'est ce qui apparaissait dans les entretiens, c'était les rencontres faites en formation, sans vouloir vendre le catalogue de formation Sapiens, mais le fait de rencontrer en formation, en l'occurrence de façon régulière, d'autres enseignants-chercheurs, permet de, déjà, en formation Sapiens, en l'occurrence, nous on oblige à expliciter, à formaliser les pratiques pédagogiques. On ne peut pas y échapper, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc ça oblige à parler de pédagogie avec les collègues, mais aussi à se former un vocabulaire commun, des références communes. Là, si je parle de taxonomie de Bloom aux nouveaux certifiés, ils me disent « mais bien sûr ». Et il y a une anecdote intéressante quand j'ai fait une observation de réunion. Il y avait 2 collègues qui étaient assez versés dans la pédagogie, qui avaient des repères assez forts. Et par contre, le reste des collègues étaient beaucoup moins initiés au vocabulaire de la pédagogie. Et l'une des 2 collègues adeptes de la pédagogie dit alors moi je pense qu'en L1, ça serait bien de faire un syllabus. Et là, un de ses collègues éclate de rire et dit un syllabus, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je trouve que cette anecdote-là, elle est révélatrice de l'importance de construire des références et un vocabulaire commun autour de la pédagogie, parce que sinon, en fait, on ne peut pas se parler, quoi. Et le dernier déclencheur, c'est la construction d'affinités et l'interconnaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les entretiens, il apparaît assez clairement que on commence à parler de ses cours et à ouvrir la boîte noire à partir du moment où on commence à être en confiance avec un collègue. Ce n'est pas la première chose dont on parle avec ses collègues. Quand les enseignants-chercheurs ont l'opportunité d'aller déjeuner avec un collègue, par exemple, ils ne parlent pas de pédagogie, ils vont parler de leur recherche, des tâches administratives du laboratoire, de l'UFR, du fonctionnement du laboratoire, de leurs publications, mais ce qu'ils font en cours ne vient pas en premier. Donc, en bref, les pratiques de travail collectives autour des cours, elles existent. Donc on ne peut pas non plus dire que l'enseignant-chercheur ne travaille pas avec ses collègues, c'est faux. Ils travaillent régulièrement ensemble, mais elles sont très variées et elles ne permettent pas une continuité dans la carrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut tout réapprendre à chaque fois qu'on change de département, d'UFR, qu'on obtient un nouveau poste. Et parfois aussi quand cette UFR change de direction. Les pratiques ne sont pas forcément les mêmes. Et ce qui m'intéresserait de creuser maintenant, c'est davantage la piste de la socialisation professionnelle et le rôle du travail collectif dans les premières années de la carrière. Ce qui est apparu beaucoup dans les entretiens, c'est le manque d'accueil quand on arrive à un nouveau poste. Donc, en l'occurrence, là, je ne travaillais qu'avec des titulaires, puisque le travail collectif avec les non titulaire, et je sais de quoi je parle, voilà, est totalement différente, ça n'a rien à voir. Mais donc là, les gens qui arrivaient en première année de MCF n'avaient pas du tout été systématiquement accueillis, et au bout de 1-2 ans, ils ne connaissaient pas forcément tous leurs collègues, même ceux qui donnaient des cours la même année qu'eux ou sur la même UE qu'eux. Donc évidemment, qu'il n'y ait aucun dispositif d'accueil ne favorise pas ensuite la création de liens avec les collègues, a fortiori de liens pour parler de ce qu'on fait en cours. Et je voulais donc rapidement vous parler de... Je n'ai pas fait de la journée qu'on organisera en juin, donc qui porte pour l'instant le nom totalement informel de « Apporter un collègue ».
Alors c'est à portée, donc non, c'est plutôt mort. Mais donc... Je savais bien, Christelle, que... et donc, en fait, l'idée, c'est de vous proposer une journée pendant laquelle vous pourriez venir juste une demi-journée ou alors à l'intégralité de la journée. Vous amèneriez un projet de travail en équipe et nous, on serait là pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous apporter des outils concrets. Donc, je vous ai mis quelques exemples de ce à quoi pourrait servir cette journée. Donc, par exemple, faire un cyclabus. Rencontrer les nouveaux vacataires qui viennent d'être recrutés. Bon, en juin, c'est un peu délicat, mais enfin voilà, on est là en tout cas pour répondre à tous les projets que vous auriez. Et l'idée, c'est vraiment que nous, à ce moment-là, on soit là en appui pour vous et aussi que vous réserviez une journée pour le travail collectif. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne après-midi.